Les crises actuelles de l'ordre libéral, de la fragmentation des communautés religieuses et politiques et les tentatives passionnées de réinstaller l'ordre juste en se focalisant sur des questions de sexe et de la famille ne sont pas caractéristiques du début du XIXe siècle. Les racines de ces conflits peuvent être retracées jusqu'au long XIXe siècle, un terme rendu célèbre par l'histoire Eric Hobsbawm. Et cette période est caractérisée par un bouleversement des ordres, notamment dans le sillage de la Révolution française, par des Lumières, par l'essor des sciences naturelles et du développement de l'histoire en tant que discipline universitaire. Le philosophe viennois Hans Kelsen parle du XIXe siècle comme un siècle des idéologies. L'industrialisation du continent est accompagnée par une immigration de masse, et dans la politique, on observe trois réactions. Le libéralisme affirme l'économie du marché, mais connaît aussi des approches sociales, notamment par John Stuart Mill. La deuxième réaction, le socialisme et le marxisme. Le socialisme est dit que la racine du mal est le travail salarié, la socialisation. Et finalement, le conservatisme veut rattacher la dynamique de l'économie de marché à l'ancien ordre hiérarchique monarchique. Il favorise le modèle d'avant la Révolution et l'unité du trône et de l'autel. Dans la sphère des religions, on expérience cette époque comme choc. L'Église s'implique souvent dans la lutte idéologique. Selon l'islamologue Thomas Bauer, le XIXe siècle était le point culminant de l'intolérance de la modernité à l'égard de l'ambiguïté. Dans le même temps, Albert Hourani date la phase libérale de l'islam exactement dans cette époque. Aussi, dans le judaïsme, on observe des réactions diverses, souvent aussi dans une manière idéologique. Ces conflits ont souvent une localisation thématique spécifique, notamment des débats sur l'ordre de la famille et l'ordre des sexes. Et je suis convaincue que nous ne pouvons pas comprendre nos conflits géopolitiques contemporains sur l'ordre de la famille et des sexes sans les conflits d'ordre et les conflits d'autorité dans le XIXe siècle. À mon avis, c'est le début d'une nouvelle période axiale qui remet en cause l'ordre épistémique et social, notamment celui des religions abrahamiques. Et pour comprendre ça, je vais faire 4 points. Le long XIXe siècle comme nouvelle période axiale. Deuxième, les religions abrahamiques comme tradition discursive. Troisième point, comprendre l'autorité comme capital épistémique. Et finalement, pourquoi c'est la famille, l'ordre de sexe comme lieu idéologique dans cette crise. Je vais commencer avec comprendre le long XIXe siècle comme nouvelle période axiale. Et pour faire ça, il faut comprendre la théorie selon Karl Jaspers. Karl Jaspers est peut-être la contribution la plus importante à la théorie de l'axe. Cette évolution doit être comprise dans le contexte de la perte de l'hégémonie européenne dans le monde, mais surtout comme une réponse à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Qui sommes-nous, les humains, face à la catastrophe, à cette guerre? La théorie de Jaspers est avant tout une théorie de l'assurance, une herméneutique de l'être humain à l'abîme. Jaspers distingue 4 époques dans l'histoire de l'humanité. La première époque, la préhistoire, puis les civilisations avancées et la troisième époque, l'âge axial, entre 800 et 200 avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il dit nous sommes dans l'ère scientifique et technique. Et cette époque est très négative pour Jaspers parce que cette époque est en danger d'oublier la période axiale. Le philosophe Hans Kelsen résume, selon Jaspers, l'âge de l'axe marque une poussée spectaculaire des Lumières,
un déchaînement et une pluralisation des processus de stratification de la réflexion dont le point de fuite est la communication universelle entre tous les hommes. Cette époque se caractérise par une grande pluralité, une conflictualité des positions. Et de nouveau, Hans Selkson, la caractéristique centrale de l'âge de l'Axe n'est pas une idée particulière de transcendance religieuse, mais l'élan déchaîné de la rationalité critique, dans lequel tant les traditions religieuses ou de sagesse que les institutions juridico-politiques sont entraînées dans les maelströms de la remise en question radicale. La théorie de Jaspers n'est pas linéaire, mais comprend les processus d'illumination comme des événements contingents. La période de l'Axe elle-même est caractérisée par une grande diversité de positions et de conflits scolaires, mais dans la période post-Axe, on constate des tentatives d'unification. Les acteurs politiques en particulier tentent d'imposer une école uniforme des Lumières de l'époque de l'Axe. La théorie de Jaspers fait bien sûr l'objet de nombreuses critiques aussi. Par exemple, l'exclusion des cultures pré-archaïques est déplorée, tout comme l'absence de prise en compte de la philosophie africaine. Et, par exemple, Elmar Hollenstein objecte que l'histoire humaine est fondamentalement l'histoire de la philosophie et que celle-ci ne commence pas avec la période de l'Axe. Moi, je suis d'accord avec Hans Selkson. Il existe un espace commun de raison entre les êtres humains. Mais au cours de l'histoire de l'humanité, nous devons également faire face à des bouleversements qui apparaissent dans des lieux spécifiques, avec des caractéristiques particulières et qui ont un effet à long terme. Puis, Selkson suggère, les bouleversements religieux de la période de l'Axe ne peuvent cependant revivre aujourd'hui. Cela ne fait aucun doute pour Jaspers, que dans le cadre d'une philosophie de la religion à orientation interculturelle qui rejette les prétentions religieuses à la révélation. C'est sûr, on ne peut pas seulement répéter la période de l'Axe et on ne peut pas seulement dire ah oui, retourner à la religion. Mais comme théologienne, je dois demander quelques questions. Et pour moi, ça soulève vraiment une question. Quel est le rôle durable de la révélation à l'époque de l'Axe et dans notre époque? Quelles revendications d'autorité les religions de la révélation peuvent-elles encore faire valoir? Et ces deux questions deviendront particulièrement pressantes au cours du long XIXe siècle, que je voudrais maintenant qualifier de nouvelle période axiale. Et pour faire ça, je vais retourner à Shmuel Eisenstadt, qui réfléchit de nouveau sur la théorie de Jaspers. Eisenstadt et Benjamin Schmarz regardent la théorie ne plus comme un concept de la philosophie historique comme Karl Jaspers, mais premièrement comme une théorie de la sociologie de la religion et des études culturelles. Et la période axiale, ce n'est plus entre 800 et 200 avant Jésus-Christ, mais elle commence environ 500 avant Jésus-Christ et dure jusqu'au début de l'islam. Pour Eisenstadt, le concept de la période axiale est un concept fixe, mais il tente de briser l'eurocentrisme qui est encore un peu présent chez Jaspers. Il donne à la théorie une orientation épistémologique et sociopolitique plus forte que Jaspers. La période axiale est la percée vers la transcendance, dans laquelle la tension entre mondanité et transcendance s'exprime clairement pour la première fois dans l'histoire. Et Eisenstadt développe ici des caractéristiques essentielles. La première caractéristique, c'est un abîme qui s'ouvre entre le monde et la transcendance. Deuxième, il y a des nouvelles élites qui émergent, des intellectuels autonomes, et ça c'est très important.
Eisenstadt considère cette formation d'élite comme une réalisation sociale centrale de la période axiale. Il critique la tradition précédente et forme une nouvelle tradition, ou peut-être des nouvelles traditions. Et il porte cette tradition. Les élites intellectuelles qui se forment ne sont pas nécessairement des groupes fermés, ils sont souvent des individus, mais elles fonctionnent comme les porteurs d'une mémoire culturelle. Et ce terme, mémoire culturelle, c'est très important pour Jan Assmann, qui a désigné ce terme. Les élites intellectuelles sont des figures révolutionnaires qui forment et portent une nouvelle tradition. Ils sont la caractéristique essentielle de la période axiale et ils exigent normativement l'ordre transcendant qu'ils reconnaissent. Également, et c'est très important, également sur le plan social. L'ordre épistémique doit correspondre à un ordre social. Eisenstadt résume: l'institutionnalisation réussie de ces conceptions et de ces visions a donné lieu à une vaste réorganisation des contours internes des sociétés ainsi que de leurs relations internes. Cela a changé la dynamique de l'histoire et a introduit la possibilité d'une ou plusieurs histoires du monde. Et comment cette théorie d'Eisenstadt est-il important pour nous maintenant, pour comprendre le XIXe siècle? En se référant à Eisenstadt et Assmann, l'âge axial sert de catégorie herméneutique pour décrire une période de temps qui se caractérise par une renégociation de la relation entre monde et transcendance. Classiquement, le terme est utilisé pour décrire là où les révolutions culturelles plus ou moins simultanées dans différentes parties du monde, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe, au cours du premier millénaire avant notre ère. Alors que précédemment, l'âge axial a été utilisé pour décrire une ère antique de percée vers la transcendance. Je voudrais introduire l'idée d'un nouvel âge axial pour le long XIXe siècle. À mon avis, il s'agit d'une ère façonnée par une grave crise épistémologique qui nécessite une renégociation de l'ordre, de l'autorité et du savoir. Et ce nouvel âge axial s'accompagne également de l'émergence de nouvelles élites intellectuelles. Tout comme dans l'ancienne période axiale, le cœur du conflit dans le long XIXe siècle était la relation contestée entre les ordres immanents et transcendants. Si l'ancien âge axial était la percée vers la transcendance, le nouvel âge axial pourrait être caractérisé comme la rupture avec la transcendance, avec de graves conséquences pour les ordres épistémiques établis et leur intérêt à façonner les ordres sociaux respectifs. Mais pourquoi ce conflit est un problème épistémologique et une question d'autorité? Pour comprendre ça, il faut deux choses. Premièrement, définir les religions abrahamiques comme des traditions discursives et il faut définir l'autorité comme capital épistémique. Je vais faire maintenant. La crise épistémique du nouvel âge axial décrite précédemment a particulièrement mis à mal les religions abrahamiques que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le terme abrahamique est parfois rejeté pour diverses raisons, notamment des raisons idéologiques. Par exemple, Rémi Braque critique le terme abrahamique afin de dénoncer la référence, celui illégitime à Abraham, faite par l'islam. Et d'un point de vue féministe, on pourrait soutenir que le terme abrahamique exclut l'héritage des matriarches, Sarah et Agar. Malgré les faiblesses éventuelles du concept, il y a de bonnes raisons de conserver le cadre herméneutique religion abrahamique. En raison de leur relation toujours enchevêtrée et rivale, nous ne pouvons pas comprendre les pensées juives, chrétiennes et musulmanes
indépendamment les unes des autres. Le judaïsme, le christianisme et l'islam se réfèrent de différentes manières au Dieu unique et à une révélation, c'est-à-dire une tradition scripturaire, au moins partiellement commune. En outre, les différentes expressions du judaïsme, du christianisme et de l'islam d'aujourd'hui sont enracinées dans une période de formation commune dans l'Antiquité tardive. Ce sont particulièrement Guy Strumza et Angelika Neuwirth qui ont cette théorie. Wolfgang Pahlava, en se référant à la théorie mimétique de Girard et à la théorie du caractère sacré de la vie humaine de Joas, parle d'une révolution abrahamique qui relie le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est-à-dire le rejet des sacrifices humains. Et Pahlava dit, la révolution abrahamique a conduit par son rejet des cultures fondées sur les sacrifices humains, à notre vision moderne selon laquelle toute vie humaine est sacrée et mérite d'être protégée. Le judaïsme, le christianisme et l'islam partagent une structure épistémique commune. On décrit l'islam comme une archive de connaissances qui permet le discours islamique. Un système encadré par un ordre épistémique qui détermine quelles règles intellectuelles prêtent un sens à l'islam et comment ces significations façonnent notre vision du monde. Cette approche est proche de la compréhension de Tal el-Assad de l'islam comme une tradition discursive. Et je pense que cette structure épistémique décrite par Schultz et Assad est similaire dans le judaïsme et le christianisme. Par conséquent, nous pouvons considérer que les trois religions partagent une archive de connaissances qui se chevauche, une archive qui est fondée sur une révélation au moins partiellement partagée, et ces religions profitent d'un héritage commun de l'Antiquité tardive, notamment la philosophie néoplatonique. Mais, et c'est très important, la manière dont ces archives sont utilisées diffèrent selon les ordres épistémiques respectifs créés par les intellectuels juifs, chrétiens et musulmans au fil du temps. Et c'est aussi pendant le long XIXe siècle où il y a des changements de l'ordre épistémique. Et maintenant, après comprendre les religions abrahamiques comme des traditions discursives et conflictives, c'est très important, il faut comprendre l'autorité. L'autorité est un concept clé tant dans les théologies que dans les théories politiques. Les études sociologiques classiques de l'autorité ont été proposées par Max Weber, Hannah Arendt et d'autres. Et ce n'est pas seulement Max Weber et Hannah Arendt qui sont très importants pour les théories de l'autorité, mais aussi très important Michel Foucault. Mais Foucault lui-même et ses disciples se sont en fait concentrés sur le pouvoir et non sur l'autorité, et c'est une différence. Par conséquent, en raison de la popularité de Foucault au cours des 30 dernières années, les études sur l'autorité ont été largement remplacées par des études sur le pouvoir, mais c'est un problème. Dans mon projet, je vise à combler cette lacune et je suis à la souterraine en définissant l'autorité de manière générale comme un capital épistémique. Cela permet de créer un large cadre conceptuel réunissant les études politiques et religieuses et théologiques dans la mesure où le judaïsme, le christianisme et l'islam sont compris comme des traditions discursives avec des ordres épistémiques spécifiques créés principalement par des intellectuels à travers des processus variés et complexes à travers les époques. Ces processus sont le fondement d'une archive de connaissances toujours plus grande
qui sert aux communautés religieuses et à leurs théologies respectives de trésors pluriels pourrait accommoder leur mission dans le monde. Et si l'autorité est essentiellement un capital épistémique, la crise épistémologique du long XIXe siècle est aussi fondamentalement une crise de l'autorité. Les religions abrahamiques, en tant que tradition discursive offrant un capital épistémique, ne sont plus incontestées dans leur fonction d'autorité structurant la vie. Au sein des communautés religieuses, de nouveaux discours sur la fonction et la valeur épistémique de la révélation, de la raison et de l'histoire apparaissent. Et là, on a 3 questions qui sont très importantes. Quelle instance avec autorité? En quoi consiste leur autorité? Et comment les gens peuvent-ils légitimement se référer aux instances de l'autorité? L'essor des médias de masse et de l'alphabétisation a imposé la diffusion de nouvelles idées qui échappent au contrôle des autorités institutionnelles et à la portée de ceux qui étaient autrefois considérés comme une théologie normative. Si on considère les caractéristiques d'une période axiale selon Eisenstadt, il est d'une importance vitale de comprendre les processus épistémiques d'établissement de l'autorité ainsi que leur ancrage dans les processus d'institutionnalisation sociale. Ils sont enchevêtrés. Les représentants des ordres épistémiques, c'est-à-dire les élites intellectuelles montantes, exigent un remodelage de l'ordre sociopolitique actuel en fonction de leurs idées. Au moins, dans le contexte abrahamique, cela signifie que les débats théologiques, en particulier l'épistémologie, ne peut être séparé du débat sociopolitique. Une nouvelle période axiale ne remet pas seulement en question les instances d'autorité, il ébranle le concept d'autorité en soi. Wendy Doniger, réfléchissant à l'éclatement de l'autorité traditionnelle au sein du judaïsme après les Lumières, prévient. Rationaliser la religion, c'est supprimer l'autorité parentale, ce qui revient, je pense, à supprimer l'autorité. Doniger perçoit à juste titre la crise profonde des concepts d'autorité antérieure, mais elle ne reconnaît pas que de nouvelles formes d'autorité pourraient apparaître et se révéler peut-être plus puissantes et plus appropriées. La remise en question des concepts traditionnels d'autorité, souvent identifiés à la simple soumission, ne se traduit pas nécessairement par un rejet des structures autoritaires en soi. De nouvelles instances d'orientation autoritaire de la vie se développent. De nouveaux concepts d'autorité et ses pratiques concrètes apparaissent. L'autorité n'est pas nécessairement identique à la soumission patriarcale et à l'obéissance aveugle. Les processus de la nouvelle ère axiale, avec sa crise épistémologique, montrent cette croissance de formes révisées d'orientation, de guidance et d'obéissance. Et finalement, qui est le lieu idéologique de cette crise, de cette transformation de nouvelle axiale? Aujourd'hui, on observe de nouveau des luttes idéologiques dans la sphère théopolitique. À mon avis, ce ne sont que des symptômes. Ce qui est fondamentalement en jeu est un profond conflit d'ordre épistémique et social. Un conflit qui existe depuis le XIXe siècle et qui tourne autour des questions suivantes. Qui détermine l'ordre d'une société sur quelle base épistémologique? Longtemps, les religions abrahamiques étaient convaincues d'avoir le savoir d'ordre épistémique et social, le savoir. Mais les bouleversements dans le XIXe siècle mettent en question ce rôle, notamment la fonction épistémologique de la révélation.
La question de l'ordre est essentielle pour le bouleversement dans la période axiale, et c'est de cela qu'il s'agit. Qui a la perspicacité, le savoir? Les religions ont-elles un savoir et donc une prétention éventuellement rectifiée à l'autorité dans le domaine de l'ordre social? Dans la crise épistémologique de la nouvelle ère axiale, les ordres épistémiques établis du judaïsme, du christianisme et de l'islam sont sur le banc d'essai. Ils traversent une période de défis transformationnels qui exige une réévaluation de leurs sources théologiques et de leur relation au monde. Au sein de la pensée religieuse, la double crise de l'épistémologie et de l'autorité est particulièrement à l'œuvre dans 4 points. Premièrement, sur l'ordre épistémique, l'interprétation autorisée de l'écriture, de la tradition et de la révélation est en jeu. Qui interprète quoi et comment? Deuxièmement, la montée de l'histoire en tant que discipline académique et source de connaissances a sérieusement remis en question le statut d'autorité de l'écriture, de la tradition et de la révélation. Troisièmement, ceci est lié à la question du droit. La loi de qui et quelle interprétation du loi? Et enfin, la montée en puissance de l'État-nation laïque et son intention d'avoir une seule loi pour tous ses citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse, a mis sous pression des communautés religieuses auparavant autonomes et leurs canons de droit. Pour le judaïsme, Eisen affirme que la modernité a fait voler en éclats les modes d'autorité religieuse qui sous-tendaient la croyance et la pratique juive depuis près de 2 millénaires. Et Kurtzman décrit des développements similaires pour l'islam du XIXe siècle, où les modernistes défiant les autorités traditionnelles via de nouvelles formes littéraires, de nouveaux concepts d'argumentation et de nouvelles formes de publication. En particulier les périodiques. Au sein du christianisme, l'Église catholique en particulier est confrontée à des graves défis liés aux transformations épistémiques de la nouvelle ère axiale. Lacey et Oakley ainsi que Seewald discutent de manière critique la crise d'autorité qui en résulte, culminant dans les questions d'autorité magistérielle après le Vatican I et revenant au premier plan au XXe siècle avec Human et Witt. Par conséquent, dans le cadre plus restreint de la théologie et de la philosophie de la religion, Anthony Blake souligne à juste titre la question cruciale de la révélation qui est en jeu. La connaissance du monde et de la vie humaine se trouve-t-elle uniquement dans un texte révélé? Et dans quelle mesure pouvez-vous interpréter un texte révélé à la lumière d'idées philosophiques et de preuves empiriques? Dans quelle mesure peut-on compléter un texte révélé par les mêmes moyens? Les véritables champs sociaux de ensemble mes considérations, et c'est toujours un peu spéculatif. Je sais, j'ai créé ce dessin. Au centre, c'est un concept de religion abrahamique comme des traditions discursives. Les religions abrahamiques offrent des ordres épistémiques. Et au cours des ordres épistémiques, il y a une chose très importante, et c'est l'autorité. L'autorité qui est considérée comme capitale épistémique. Et dans l'âge axial, je suis convaincue que la conception de l'autorité comme capitale épistémique change. Il y a de nouvelles formes de l'autorité et il y a de nouvelles formes d'utiliser l'autorité dans les argumentations. Pour moi, le XIXe siècle est vraiment un nouveau âge axial parce qu'il y a des nouvelles élites intellectuelles qui ont un intérêt de créer une nouvelle tradition et d'installer une nouvelle forme de société. Les élites ont l'idée qu'il y a
un ordre épistémique et cet ordre épistémique doit être transformé dans un ordre social. Mais maintenant, dans le 19e siècle, on a peut-être deux ou plusieurs groupes d'élites intellectuelles qui émergent. Les élites très sécularistes, laïques, et les élites intellectuelles dans les religions. Et je veux regarder s'il y a dans les religions abrahamiques plusieurs formes d'élites intellectuelles qui émergent, qui développent des ordres épistémiques, des règles du discours, comment ils veulent aussi transformer cet ordre épistémique dans un ordre social. Et dans le part plus empirique de la recherche, je veux regarder s'il y a vraiment des intellectuels juifs, chrétiens, musulmans, qui écrivent sur l'ordre du sexe et l'ordre de la famille, parce que j'ai observé que vraiment cette question d'ordre est au centre du conflit dans l'âge axial entre les forces politiques et les forces religieuses. Mais on va regarder si ça fonctionne vraiment. Merci beaucoup pour votre attention et je suis très intéressée de discuter, de comprendre mieux ce que je dis. Peut-être vous avez des idées comment je pourrais développer un peu plus mes idées et ma recherche. Merci.